Nouveau rendez-vous politique sur Public Sénat. À cette occasion, je recevrai les candidats ou leurs lieutenants pour parler des grands thèmes de société. Premier numéro, Patrick Devedjian, l'UMP, et le nouveau sénateur socialiste André Vallini. Ils débattront ensemble de la République exemplaire. À l'heure du choix, c'est votre émission. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en vidéo sur publicsénat.fr. Gilles Leclerc présente À l'heure du choix, lundi à 22h30 sur Public Sénat. Bienvenue à vous en direct sur les chaînes parlementaires, Public Sénat et LCP. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Sonia. Alors c'était le premier vrai duel Aubry-Hollande. Il s'est achevé il y a quelques instants. Nous sommes ensemble pour analyser ce match des finalistes à la primaire socialiste. À noter, c'est important, qu'à la suite de cette édition spéciale, vous pourrez retrouver cette joute télévisée sur notre antenne. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Nous serons aussi tout à l'heure avec Delphine Gérard qui est tout près du studio de la Plaine Saint-Denis où s'est déroulé le débat. Elle aura de nombreux invités avec elle et puis déjà des invités avec nous sur le plateau, Arnaud. En effet, Sonia, 4 invités pour commenter, analyser ce duel. Gérard Leclerc, bonsoir, président de la chaîne parlementaire. Denis Jambard est à vos côtés, éditorialiste, chroniqueur sur la chaîne parlementaire. Avec vous, Guillaume Tabar, éditorialiste aux Échos, chroniqueur sur Public Sénat. Et enfin, Gilles Leclerc, bonsoir, président de Public Sénat. Des images, quelques images. La première passe d'armes, regardez, c'était quelques minutes après le début de ce débat. Regardez, écoutez. Moi, je suis candidate à la présidence de la République et je pense qu'il faut une grande expérience pour cela. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un Premier ministre plus jeune que soi. Il faut préparer la suite. Plus jeune que soi. François Hollande. Je suis plus jeune que Martine Aubry, mais ça ne me donne pas ici une espérance. La mienne est différente. Je suis candidat pour être président. Mais je vais vous dire une leçon toute simple que j'ai apprise de l'histoire. Le choix d'un Premier ministre, il se fait dans la campagne présidentielle. Ce n'était pas un arrangement, ce n'était pas une combinaison, ce n'était pas le fruit d'une primaire. Voilà l'une des premières joutes entre les deux finalistes. Gilles Leclerc, on s'attendait à un vrai duel, à une opposition frontale, voire sans concession. Est-ce qu'on l'a eu ce soir? On a une opposition, je dirais, de tempérament, de style, de méthode, mais pas de vraies grandes différences sur le fond. On l'avait déjà un petit peu vu dans les précédents débats. Les deux finalistes sont quand même, je dirais, de la même école, si on pourrait dire, un peu entre guillemets. Il y a un parcours politique un peu commun, et donc on a retrouvé, ce sont quand même deux personnalités politiques fortes qui ont grandi sous l'ère Jospin, et on a vu aujourd'hui beaucoup de ressemblances. Mais en revanche, on a vraiment vu, et ça comptera évidemment au moment du vote dimanche prochain, deux personnalités, deux tempéraments tout à fait différents. Et c'est évident que pour le choix d'un candidat pour la présidence de la République, le tempérament, ça joue également. Débat mou, pour reprendre, on a parlé de la gauche molle. Est-ce que ce débat, vous l'avez trouvé un peu mou, Gérard Leclerc? Non, mais c'était un débat qui était sérieux, il y a eu des vrais échanges. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas eu de chaos, hein. Franchement. Bon, alors ensuite, chacun va se faire son opinion, la façon dont il a vécu, ressenti ça. Ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, il y avait une Martine Aubry qui était souvent accrocheuse, offensive, qui imposait ses thèmes, parfois même un peu presque maîtresse d'école, hein, quand elle reprenait François Hollande sur les créations de postes dans l'enseignement, etc. Et d'un autre côté, François Hollande, qui l'a joué comme il l'avait déjà fait dans d'autres débats, sur le côté rassembleur, sur le côté cohérence, sur le côté réalisme, mais aussi, il a ajouté, je crois, ce soir, l'idée de faire du neuf, renouveler les équipes, faire du neuf. Et souvent, il a conclu d'ailleurs sur cette idée-là, qui était une façon un petit peu de répondre à Martine Aubry, qui a plusieurs fois dans le débat, souvent, a insisté sur son expérience. Elle avait été ministre, elle avait réussi comme premier secrétaire du Parti socialiste. Et donc, François Hollande a répondu oui, c'est vrai, mais moi aussi, j'ai de l'expérience. Mais en plus, moi, ce que je veux vraiment, c'est faire du neuf. Denis Jambard, restons sur leur relation entre François Hollande et Martine Aubry. Ils ont parlé de leur amitié réciproque. Oui, apparemment, il y a amitié, mais est-ce qu'il y a sincérité de cette amitié? Écoutez, je pense que, comme ils l'ont dit, ils ont un peu triché avec la vérité. Ils se sont affrontés, mais c'est vrai qu'ils ont une véritable proximité politique, et comme le disait Gilles, ils appartiennent au fond à la social-démocratie. Mais moi, ils s'apprécient peu, enfin, c'est ce qu'on lit en tout cas, oui, humainement. Ils s'apprécient peu humainement, voilà, mais il y a eu des moments de rencontre. Il faut quand même penser que Hollande a été le patron des Transcourants, qui était le courant qui défendait Jacques Delors, donc le père de Martine Aubry. Donc c'est des vies qui se sont croisées et décroisées.
Moi, ce qui m'a frappé dans ce débat, en tout cas, c'est la pugnacité de Martine Aubry et le rappel sans arrêt, comme l'a dit Gérard, de l'expérience. Et chez François Hollande, la clarté et la volonté de toujours être le patron, de ne jamais aller sur son terrain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé physiquement? Il ne change pas de cap. Voilà. Ouais. Mais Martine Aubry, elle prenait sans arrêt des notes. Et on avait le sentiment qu'elle était toujours en train de se positionner par rapport à ce que disait François Hollande. Et derrière cette pugnacité, finalement, elle se soumettait. Guillaume Tabar, comment vous avez regardé ce débat, votre sentiment? Il y a une réalité qui découle de leurs positions respectives, qui est que malgré tout, malgré le correctif apporté par les résultats du premier tour, il y a quand même dans cette primaire un favori et une challenger, bon, et que donc François Hollande, jusqu'au bout, est dans la position du favori, donc il ne porte pas l'attaque. Et à nouveau, même si dans un débat à 2 c'est différent que dans un débat à 6, mais toujours à se chercher à être l'homme de la synthèse, il récapitule les choses. Il reste favori, hein, parce que la question a été évoquée cette semaine. Martine Aubry l'a dit, mais il l'a dit justement précisément comme un moyen de dire qu'elle pouvait remonter. Alors, ce qui est vrai, c'est que Martine Aubry, c'est toujours elle qui a cherché la bagarre sur tous les sujets. On l'a dit pour l'éducation. Oui, et y compris lorsqu'il y a eu sur les retraites, où finalement, assez vite, ils sont arrivés à un consensus, ils sont arrivés à une position commune. Le sujet était clos, elle a rebondi, elle a ressorti une proposition d'un député connu au sein du PS, mais que sans doute peu de téléspectateurs connaissaient. Pascal Terrasse peut dire Pascal Terrasse qui soutient François Hollande, dit quelque chose. Voilà, donc, et c'est là où on a peut-être vu les limites du genre Martine Aubry qui, dans sa volonté à tout prix de coincer François Hollande, de lui chercher des poux dans la tête, a été jusqu'à... Il y a une stratégie, excusez-moi, juste comme ça. Est-ce que vous y voyez une stratégie? Elle est dans la position du challenger, c'est normal. Mais c'est vrai qu'elle l'a fait de façon... vraiment, elle était très dans l'attaque, dans l'offensive. Plusieurs fois, par exemple, sur les règles d'or, elle a dit « Mais si, vous l'avez dit, j'ai les documents ». François Hollande dit « Non, je n'ai pas dit ça ». C'était du j'ai les documents. Elle avait ses papiers. On va continuer de parler du fond de la forme. Je vous interromps un instant parce que nous sommes en direct avec Delphine Gérard qui est sur place. Elle est tout près du studio de la Plaine Saint-Denis. Peut-être a-t-elle vu passer les finalistes qui sont peut-être déjà rentrés. Delphine, est-ce que c'est le cas? Oui, Sonia, je ne vous entends pas très bien, mais en tous les cas, ici, les candidats ne sont pas encore sortis du studio. La horde de journalistes qui a attendu pendant toute la durée de ce débat à l'extérieur attend toujours la sortie à la fois de François Hollande et de Martine Aubry. Vont-ils dire un mot aux journalistes en sortant? Rien n'est moins sûr. À leur arrivée, ni l'un ni l'autre n'ont souhaité répondre aux questions des journalistes. Alors, la petite sensation en début de... Allez-y, Delphine, on vous entend. Allez-y. Alors, Delphine, a un petit souci technique. Oui, pardon Sonia, je vous entends vraiment très mal. Alors effectivement, la sensation ce soir, c'était l'arrivée en moto-taxi de Manuel Valls, vous savez, qui a apporté son soutien à François Hollande. Alors peut-être que nous essaierons d'avoir d'autres réactions avec les soutiens des candidats d'ici quelques instants. Voilà Sonia, pour l'instant, on attend toujours donc la sortie des deux candidats. Merci Delphine, on vous retrouve évidemment tout à l'heure avec d'autres invités. Guillaume Tabar, vous vouliez réagir? Oui, une petite chose que j'aurais souligné dans ce débat, c'est que jusqu'à l'ouverture du débat, on disait que ce second tour était dominé par la position d'Arnaud Montebourg et le fait que chacun était sommé de se positionner par rapport à ça. Et en fait, finalement, ils ont commencé à parler d'Arnaud Montebourg et de ses propositions assez tard dans le débat, et c'était pas vraiment le problème. On était vraiment dans un choc. Projet et proposition de Martine Aubry contre proposition de François Hollande. Mais qui a quand même le mieux digéré ou intégré les propositions de Martine Aubry? Ça n'était plus le problème. Et je pense que les électeurs se décideront, mais je dirais que Ségolène Royal était ce soir peut-être plus présente dans le débat, au point que l'un comme l'autre ont dit qu'ils voulaient lui confier des responsabilités, alors qu'ils ne l'ont jamais dit à propos d'Arnaud Montebourg. Oui, on est dans une finale, et c'est bien ce à quoi nous avons assisté ce soir. Donc l'un et l'autre, avec leurs différences, leur tempérament également, faisaient des candidats, on va dire, crédibles. Je ne parle pas de leurs propositions, encore une fois, les électeurs le jugeront, mais on aurait pu dire qu'en gros, si la gauche accordait sa confiance à l'un comme à l'autre ce soir, il y a une crédibilité. Et en effet, on n'était pas dans le débat ou les débats précédents.
l'un et l'autre portaient quand même un moment important, un moment grave, surtout dans le contexte économique que l'on connaît. Donc il y avait quand même un côté, je dirais, responsabilité forte de l'un et de l'autre qui, et d'ailleurs aucun des deux n'a enfourché complètement les thèses, par exemple, d'Arnaud Montebourg, dont on vient de parler. Même s'il y avait, oui, on écoute, on entend, à la fois un petit mea culpa sur l'Europe de la part de François Hollande, Martine Aubry également ouvrant un peu la main par rapport à certaines propositions, mais bon, on était en finale avec deux candidats, avec quand même une chose commune très importante, c'était que le volontarisme en politique, oui, malgré la crise, c'est encore possible. Aujourd'hui, je rappelle que par exemple en 2007, c'était le credo d'un certain Nicolas Sarkozy. Oui, en politique, on peut changer les choses. Tous les deux étaient au moins d'accord là-dessus ce soir. Et ils ont beaucoup parlé aussi de la conception de la gauche, de leur gauche, avec une opposition entre gauche molle et gauche dure, gauche forte. On va voir cet échange justement. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la gauche dure. Je n'ai pas envie d'ailleurs d'une gauche dure, très franchement. On sort de 5 ans d'une présidence brutale et on serait, nous, une candidature sectaire. Je ne le veux pas. Je pense que le pays a besoin d'être apaisé, réconcilié. Mais je ne sais pas non plus une gauche molle. On n'a pas besoin, là, d'une gauche timide. Il faut une gauche qui soit solide. Parce qu'il y a effectivement un choc. C'est la crise. Quand je parle de gauche forte, bon, la force c'est quand même une bonne chose, c'est comme la solidité. Ça veut dire aussi qu'il faut dire les choses clairement. Et moi je crois qu'aujourd'hui c'est pas le débat qui est gênant entre nous, c'est le flou. Et je crois que c'est cela qui peut gêner les électeurs. Si on veut que les Français reprennent confiance en nous, reprennent confiance en la politique, reprennent confiance en la gauche, il faut qu'on dise clairement les choses. Gérard Leclerc, est-ce que vous avez vu une ligne de fracture, de démarcation entre une gauche molle, mollassonne, et puis une gauche forte, solide ce soir ? C'est la même gauche. Non, moi, ce que disait Gilles tout à l'heure est tout à fait exact. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent quand même du même courant de pensée. Ils étaient tous les deux doloristes, ils sont tous les deux sociodémocrates, ils ont tous les deux voté oui au traité de réforme constitutionnelle, etc. On pourrait continuer. D'ailleurs, ils ont aussi un peu la même expérience, qu'ils ont été tous les deux premiers secrétaires du Parti socialiste. Donc on peut... sur le fond, il n'y a quand même pas des oppositions aussi fortes qu'il peut y avoir entre deux autres responsables du Parti socialiste. En revanche, effectivement, il y a quand même un tempérament, une façon de s'exprimer qui est différente. Elle l'a vraiment dit, elle a dit, et elle le redit à l'instant. Quand elle dit la gauche forte, une gauche de la clarté, contre le flou. Quand elle parle du flou, elle parle bien des positions de François Hollande. Elle lui reproche de bouger un peu, de ne pas être clair, de changer un peu de position, etc. Donc là, effectivement, c'est plus une posture, une attitude générale que sur le fond. Sur le fond, et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'Arnaud Montebourg, et par exemple, justement, sur ce qui fait une des spécificités d'Arnaud Montebourg, c'est-à-dire le nouveau protectionnisme. François Hollande, et juste avant, c'était Martine Aubry. Voilà, il fait un petit signe. Eh bien, sur cette question de l'Europe et du nouveau protectionnisme, ils tombent tous les deux d'accord sur le juste échange. Il y a très peu de différence. Oui, il y avait un côté presque un peu grotesque dans ce concours d'épithètes sur la gauche, parce que Martine Aubry lui envoie gauche molle à la figure, et ensuite, donc François Hollande, j'ai noté tous les objectifs, hein, gauche solide, gauche sincère, gauche crédible, elle répond gauche forte, etc. Voilà, on sait bien que l'épithète ne servait qu'à discréditer l'autre. À l'arrivée, ça ne sont quand même que des mots. C'est les mots qui cachent le fond, qui cachent ça manque de fond. Franchement, on ne peut pas dire ça. C'était un débat de fond. C'est un débat de fond, bonne tenue, intéressant. Mais on voit quand même très bien que l'un et l'autre ont intégré ce qu'on appelle la culture de gouvernement. C'est un débat de gens responsables, de gauche, mais responsables. Dans un face-à-face, avec la culture de deux gauches qui s'affrontaient. Le débat des gauches, c'était pas ce soir. On l'a un peu eu dans le précédent débat. Non. Au fond, et Denis le disait très bien, c'est sur deux personnalités, certes différentes, mais qui appartiennent au même courant de pensée à gauche. C'est en gros ce soir deux champions de la même gauche qui se sont affrontés et qui ont cherché l'erreur de l'autre, mais honnêtement pas sur des problèmes de fond. Donc quel que soit le candidat ou la candidate dimanche, il sera facile pour lui ou pour elle de rassembler et de penser les plaies finalement ? Ça, l'un et l'autre ont essayé, ou en tout cas tenté de dire qu'ils étaient probablement le ou la meilleure rassembleuse. Préciser une chose, c'est qu'il amènerait vraiment une nouvelle génération au pouvoir. Il a dit on prendra des gens d'expérience, mais il a fini là-dessus en insistant beaucoup sur le neuf. Rappelez-vous, il avait dit je suis un homme neuf. Et en même temps, elle a promis un Premier ministre jeune. Je pense que ce soir, certains
qui avaient peut-être quelques ambitions, ont commencé à calculer leur différentiel d'âge avec Martine Aubry. À mon avis, la conclusion de leur position respective, et finalement, comme le disait Gilles, chacun sur une position de gauche du gouvernement, c'est qu'à l'issue de ce débat, je suis prêt à prendre le pari qu'Arnaud Montebourg ne se prononcera pas ni pour l'un. C'était ma question. À qui, quel est le candidat qui a le mieux parlé à l'oreille d'Arnaud Montebourg? Parce que c'est compliqué, c'était un peu ça la question. L'un comme l'autre ont finalement refusé une position démagogique qui aurait consisté à reprendre. Bien sûr, ils ont dit, on entend ce qu'il a dit, mais ils ont refusé tous les deux le mot démondialisation. Ils ont même dit qu'ils n'avaient pas peur de l'économie ouverte, même a dit François Hollande, Martine Aubry également. Donc voilà, enfin, je veux dire que... Il y aura des réponses, Guillaume, il y aura quand même des réponses écrites. On sait que Martine Aubry a déjà répondu, puisqu'il avait exigé des réponses écrites. Donc moi, je ne préjugerai pas de sa prise de position. Ce qui paraît clair, c'est qu'il ne donnera pas une consigne de vote, mais je n'exclurai pas qu'il prenne position. Peut-être parlant de ces électeurs, est-ce que en ayant voté pour Arnaud Montebourg, c'est pas un vote contestataire et finalement ils évitent de voter pour les deux faces d'une même pièce, comme l'a dit lui-même Arnaud Montebourg? Ces électeurs, comment vont-ils faire? Il faudrait vraiment des études sur le comportement et la volonté de ces électeurs. Mais on n'en a pas encore, et donc c'est assez difficile. On peut imaginer qu'il y ait des gens qui aient cette démarche-là. On peut imaginer que certains aient voulu peser un peu plus pour que le scrutin soit plus à gauche, alors qu'ils vont voter, qu'ils avaient envie de voter pour Aubry ou pour Hollande, quoi. Voilà, on peut imaginer des tas d'hypothèses sur le comportement de ces différents, de ces électeurs de Montebourg. Il y a un paradoxe. Ils se sont quand même différenciés sur un certain nombre de questions, sur l'affaire de la règle d'or, sur le non-cumul, je les ai notés, sur le contrat de génération, sur une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu qu'a demandé Martine Aubry, mais pas François Hollande, un peu sur les retraites, sur les enseignants, etc. Mais pas sur les 2 ou 3 points qui sont essentiels pour Arnaud Montebourg. Bizarrement, sur l'Europe, sur le protectionnisme, sur les banques. Peu de différence entre deux. Ah oui, d'accord. Non, mais bien sûr. Sur tous ces points-là, sur les points sur lesquels Arnaud Montebourg a mis l'accent, là, assez paradoxalement, ils se sont pas vraiment différenciés. Il y avait quand même une nouveauté chez François Hollande ce soir, c'est qu'il a été beaucoup plus précis sur un certain nombre de choses, et c'est ce qu'on lui reprochait. C'était le flou, donc il a amené les précisions dans la phase finale. Alors est-ce que c'était une tactique, c'est-à-dire qu'il attendait ce dernier moment pour au fond fixer un peu plus son image? Probablement. Même sans concession Arnaud Montebourg, il y a quand même une question de fond qui se pose sur leur position sur les banques. Partant chacun du constat que les banques ont fait des erreurs, on dit la solution, on met et même on impose la présence d'un représentant de l'État au conseil d'administration des banques. Je ne suis pas sûr que la présence d'un représentant de l'État, qui sera choisi selon quels critères, sera un bon critère de gestion des banques. Droit de veto. Le Crédit Lyonnais était l'exemple même d'une banque qui a agi mais bien sûr, après, sous les ordres de l'État. C'est aussi un débat très technique sur la dette et sur les déficits. Est-ce que néanmoins, Gilles Leclerc, les grands sujets de compétences d'un président ont été évoqués? Je pense à la défense, je pense à la force nucléaire, je pense au théâtre d'opération. Est-ce que ces sujets ont manqué ce soir? On a peut-être eu l'impression d'avoir des ministres des Finances, peut-être pas un peu survolés. Je vais vous dire une chose, et Gérard, puisque nous avons animé ou co-animé chacun un débat, on a entendu très souvent dire il faut absolument à un moment ou à un autre débattre des questions internationales. Et puis on savait qu'il y avait quelques représentants des candidats qui ont dit mais non, c'est pas la peine, parce qu'au fond on est d'accord. C'est vrai qu'il y a eu un vrai débat sur l'Europe, mais on a vu qu'au fond ils étaient plutôt d'accord. Il n'y a pas eu de débat sur l'international, parce qu'au fond, à part savoir à quelle date on quitterait éventuellement l'Afghanistan ou pas, mais honnêtement, sur les grands principes de la politique internationale, il n'y avait pas non plus je dirais, de différence. Et ils le savaient l'un et l'autre. Donc les différences ou les nuances n'ont pas porté dans ce débat-là. C'est vrai qu'en même temps, quand on veut devenir président de la République, évidemment que la posture internationale compte aussi, y compris dans le choix des électeurs. A fait beaucoup de, passez-moi l'expression, de name dropping sur ses relations internationales. J'ai rencontré Paul Rasmussen notamment et quelques autres. On peut peut-être parler d'elle aussi, Ségolène Royal. Guillaume Tabar, est-ce que c'est un choix politique? Est-ce qu'elle a le don de se remettre au centre du jeu en ayant adopté ce soir la position? Aujourd'hui, elle a fait quelque chose de très habile parce que on avait vu ses larmes et on pensait qu'elle avait rendu les armes en versant ses larmes. En fait, pas du tout. Elle avait encore une arme secrète qui était sa capacité à peser sur ce second tour. Avec 7%, elle ne pèse quasiment plus rien et elle arrive à donner le sentiment que si l'élection se joue de manière serrée, bien que sa consigne de vote aura servi à faire pencher la balance. Mais ce soir, on a l'impression qu'elle est au centre du jeu. Et Martine Aubry et François Hollande lui promettent l'un comme l'autre ont été obligés de lui un donner des rôle gages. Clé juste après.
D'ailleurs, on peut remarquer d'ailleurs que habilement, parce qu'elle a une grande intuition politique, Ségolène Royal a donné son avis juste quelques heures avant ce débat. Ça n'est pas neutre. Qu'on le veuille ou non, François Hollande et Ségolène Royal, compte tenu de leur histoire commune, se connaissent parfaitement bien. On peut imaginer que moralement, c'était une bonne nouvelle pour François Hollande d'enregistrer symboliquement cette adhésion. Et ça va au-delà de la politique, compte tenu effectivement de ce que l'on sait. Et probablement que là, pour François Hollande, c'était un plus psychologiquement ce soir. Et quand il a dit, au fond, parce que Martine Aubry disait, moi j'ai rassemblé le Parti Socialiste depuis un certain nombre d'années, c'est juste. Et François Hollande a dit, moi aussi je suis capable de rassembler. La preuve, Manuel Valls, Jean-Michel Bellet et... En effet, Ségolène Royal. Donc on peut dire match nul un partout. Il mène 3-0 en termes de ralliement. Je vous propose de l'écouter. François Hollande qui parle justement de Ségolène Royal. Royal, qui, c'est vrai, a traversé un moment difficile. Et on le serait à moins déçu quand on a été la candidate socialiste en 2007 avec le panache qui a été le sien, a décidé librement de m'apporter son soutien. Là aussi sans négociation ? Non, sans négociation. Parce qu'elle dit, il va reprendre mes propositions. J'ai écouté les messages, ça c'est vrai. Et vous vous êtes engagé à en reprendre certains ? J'entends un certain nombre de propositions qu'elle a pu faire. Je sais aussi ce qu'elle apporte à la vie politique. Donc je prends en compte ces responsabilités-là et elle en aura. Denis Jambard, ou Gérard d'ailleurs, justement, François Hollande a dit qu'il écoutait le message de Ségolène Royal et évidemment celui d'Arnaud Montebourg. On a craint à un moment le grand écart et peut-être le claquage. C'est pas le cas ce soir. Il a toujours précisé que dans la cohérence, il a toujours dit dans la cohérence. Pour en revenir à Ségolène Royal... Le dire, c'est bien, mais c'est un message qui est passé. Il a pu faire la synthèse ce soir il n'est pas trop rentré dans les détails, il faut bien le dire, des licenciements boursiers et des propositions de Ségolène Royal. Mais sur Ségolène Royal, c'est étonnant parce que ce qui avait fait son succès en 2006-2007, c'était qu'elle surprenait. C'est vrai qu'elle était un peu... le coup d'éclat permanent. Voilà. Et je trouve qu'elle l'a perdu dans cette campagne des primaires. Et là, je trouve que ce soir, elle l'a retrouvé. Parce que là, objectivement, elle a surpris tout le monde. Elle fait effectivement son ralliement d'une façon claire. Alors, beaucoup pensaient qu'elle resterait plus dans un entre-deux. Alors que là, c'est très clair, c'est François Hollande, etc. Et en plus, elle le fait juste avant le débat, alors qu'on attendait plutôt après le débat. Donc, c'est amusant parce que, alors que maintenant, malheureusement, pour elle, elle a perdu, elle retrouve cette capacité à surprendre. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Et tous les deux, on dit, elle jouera un rôle. Donc il y a un engagement de l'un de l'autre, c'est que Ségolène Royal, si la gauche gagnait, aura un rôle sûrement important. Voilà pour Ségolène Royal. Guillaume Tabar, est-ce qu'en écoutant François Hollande et Martine Aubry ce soir, vous avez eu l'impression qu'ils sont encore sociaux-démocrates ? Oui, parce que clairement, précisément, ils ont refusé d'aller au-delà des limites où on aurait basculé dans une gauche dirigiste, nationaliste, comme le veut Arnaud Montebourg. Bien sûr, dans le ton, il y a des inflexions. Sur l'Europe, François Hollande dit qu'il s'est trompé sur la manière dont il fallait la construire. Sur les banques, bien sûr, il y a un appel à plus de présence de l'État, mais personne n'a prononcé le mot nationalisation. On reste quand même dans la ligne d'une gauche social-démocrate. Oui. Prudent, vous êtes d'accord avec ça? Personne n'a pris les risques. On annonçait des étincelles, que certains allaient sortir finalement. C'est resté très prudent, très modéré. Quand on parlait de responsabilité tout à l'heure, je pense que l'un et l'autre avaient quand même tout ça en tête. Les propos de l'un et de l'autre ce soir sont quand même examinés à la loupe, non seulement par les électeurs potentiels de dimanche prochain, par l'ensemble des Français, par les capitales européennes et j'ai envie de dire aussi par les marchés. Parce que peut-être que l'un ou l'autre sera demain président de la République. Donc c'est quand même un moment important. Deux personnes intelligentes qui savent qu'ils sont attendus, en effet, s'ils sont élus, et qui ne pourront pas faire n'importe quoi. Ils ont une conscience réelle des limites de leur marge de manœuvre. On n'a pas réussi son pari, c'est-à-dire les 17% qui étaient censés mettre dos à dos Martine Aubry, François Hollande, finalement, là, ce soir, ils n'ont pas répondu réellement. Excusez-moi d'y revenir. Mais je pense que l'enjeu ce soir n'était probablement plus là. L'enjeu pour François Hollande et Martine Aubry, au fond, voter pour moi parce que je suis le meilleur, mais pas nécessairement parce que je suis prêt à reprendre ce qu'a dit Arnaud Montebourg. Je crois qu'on était dans une finale. C'est pas la même chose. Sont-ils encore social-démocrates? Sociodémocrates, pardon. Je pense, d'une certaine façon,
plus qu'avant même, puisque pour la première fois, on a vu François Hollande insister vraiment à plusieurs reprises sur l'idée, c'est pas nous qui déciderons, on va faire négocier les contrats, la convention collective, les partenaires sociaux, etc. Très souvent, sur chaque fois qu'on lui posait des questions sur des problèmes sociaux, il répondait aussi bien sur les retraites que sur l'emploi, etc. Ce sera aux partenaires sociaux d'intervenir. Guillaume Tabar, Gilles Leclerc a dit que ce débat était regardé par les Français, bien sûr, par les marchés sûrement, mais aussi par la droite, on suppose. Ils ont annoncé une riposte là pour les journées parlementaires jeudi et vendredi. Est-ce que vous savez comment elle peut se structurer, cette riposte, alors qu'il y a eu un peu de cacophonie ces derniers jours sur les primaires? À l'évidence, cette riposte se cherche, mais ça, je pense que c'est normal et que là, on est dans une séquence de gauche, non seulement sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan des idées. Bon, et donc c'est normal, on peut prendre le pari que ce que dira l'UMP demain sera inaudible. Mais j'allais dire, c'est pas grave pour elle, c'est pas grave pour Nicolas Sarkozy, parce que le rendez-vous, il est au mois de mai. Et je dirais que ce qui manquait, c'est vrai ce soir, mais c'était normal puisqu'on était dans ce face-à-face interne au PS, c'est qu'ils se sont cherchés sur des points de détail, mais il n'y en avait aucun pour vraiment pousser l'eau dans ses retranchements sur le fond des propositions, puisqu'ils sont tous les deux en gros sur la même position. Il manque encore, et ça sera la deuxième étape de cette campagne, la vraie confrontation entre le projet socialiste et puis le projet que portera Nicolas Sarkozy. Et là, ce sera une autre paire de manches, et c'est à ce moment-là qu'il faudra que l'UMP affûte ses arguments, travaille à son tour sur un projet, fasse finalement le même travail que le PS a fait pour arriver à cette primaire. Le projet de l'UMP ne sera pas un projet défendu par Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy est président, ça sera le projet de Nicolas Sarkozy. Vous savez bien qu'il se moquera bien de ce que lui propose l'UMP. À mon avis, ils ont déjà un angle d'attaque, je parle de l'UMP, qui est évident, c'est les prélèvements obligatoires. Les deux, ce soir, ont dit on va augmenter les prélèvements obligatoires. Le mot impôt n'a pas été prononcé, mais... oui, on va augmenter les prélèvements obligatoires. Ils ont laissé entendre... Et François Hollande a été extrêmement clair même là-dessus. On va augmenter les prélèvements obligatoires. Ils ont supprimer les niches, c'est augmenter les impôts. Voilà, donc ils vont augmenter les prélèvements obligatoires. Ils ont clairement laissé entendre aussi, même s'ils l'ont dit de façon moins nette, que les dépenses de l'État allaient augmenter. C'est quand même des choix qui sont assez particuliers au moment où tous les pays européens ont plutôt réduit les dépenses de l'État. Sauf la France, oui, justement. Puisque les prélèvements obligatoires en France ont augmenté en 2011. Mais ils veulent encore aller plus loin. Donc là, je ne juge pas sur le fond, mais en tout cas, ça donne des arguments à l'UMP qui en ont eu à les relever là-dessus. Mais qui va se faire contrer puisque elle-même n'a pas réussi à maîtriser l'évolution des prélèvements obligatoires. Donc je veux dire, c'est un angle d'attaque qui n'est pas facile pour eux non plus. Mais il y aura un point, Guillaume Tabar, sur lequel il faudra qu'il soit plus précis aussi à l'avenir, c'est qu'on a le sentiment qu'en face de chaque dépense, on dit mais on a la solution, c'est les niches. Comment réduire l'endettement? On supprime des niches. Comment financer les emplois dans l'éducation nationale? On supprime des niches. Les niches, elles se présentent 50 milliards d'euros, mais elles ne pourront 75 milliards, elles ne pourront pas servir 3 ou 4 fois. Merci Guillaume Tabar, on va vous libérer. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct sur les chaînes parlementaires, Public Sénat et LCP pour commenter et analyser le vrai duel entre Martine Aubry et François Hollande. Je rappelle à nos téléspectateurs de LCP et Public Sénat qu'ils pourront retrouver ce débat. C'est juste après cette édition spéciale dans toute la joute télévisée. Nous allons parler plus en détail dans un instant d'économie, de dette et de déficit avec Jean-Louis Gombault qui va nous rejoindre. Et puis on va revenir sur un instant fort de ce débat. Il concerne la règle d'or. C'est l'un des points sur lesquels les deux finalistes se sont opposés. Sur la règle d'or, bon voilà, tu as quand même au départ dit, parce que c'était un moment où il fallait donner l'impression qu'on était plus sérieux que les sérieux, qu'il fallait prendre cette règle d'or. Non, jamais. Moi, jamais. Tu ne trouveras jamais aucun écrit sur la règle d'or de ma part. Je les ai, hein, mais oui, on va pas les envoyer on va pas se les envoyer en permanence. Mais voilà. Non, mais tu as dit d'abord, je vais l'inscrire dans la loi de finances. Ah, c'est pas pareil. La loi de finances, c'est pas du tout la règle d'or. C'était le fait de réduire les déficits. Tu as dit, je vais inscrire la règle d'or dans la loi de finances, et puis après tu as dit. C'est pas la règle d'or, c'est la réduction des déficits. D'accord. Moi, j'ai donné en tout cas une règle claire. J'ai dit, comme je veux à la fois réduire les déficits publics et relancer la croissance et l'emploi, parce que l'exemple grec nous montre abondamment ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, j'ai donné une règle. J'ai dit, voilà comment je vais financer tout cela. 50% iront vers la réduction des déficits, 50% au financement des priorités. Bien. Emploi, pouvoir d'achat, éducation, sécurité. Voilà, ça m'apparaît clair. Le débat se poursuit sur le plateau. Jean-Louis Gombault, merci de nous avoir rejoints. Sur le volet économique, vous les avez trouvés convaincants, clivants, comme on dit? J'ai d'abord trouvé d'accord. Globalement. Bon. Ça me paraît. Non, mais je crois que vous êtes d'accord avec nous alors? Oui, je me suis dit, bon, j'arrive, les 5, ils ont dit. Non, je suis désolé, mais je crois. Non, mais c'est important d'abord de dire ça, parce que même que ce soit de gauche ou de droite, la prochaine équipe, si c'est le Parti socialiste qui l'emporte au présidentiel,
on sait en gros qu'on a des gens qui sont d'accord sur le fond. Le premier tour a éliminé des positions un petit peu tranchées, que ce soit M. Valls ou M. Montebourg, voire Mme Royal. Mais là, on était d'accord. Mais on ne met pas l'accent toujours sur le même thème. Moi, j'étais frappé dans la première partie. Les deux ont parlé de la dette, réduction de la dette, mais il a été beaucoup plus insistant, François Hollande, là-dessus que Mme Aubry, qui a dit, elle a dit, j'ai les deux yeux, j'ai un œil sur la croissance, un œil. Je dirais il ne faut pas que la dette, il ne faut pas effectivement s'occuper que de la dette. Voilà, je ne dirais pas que M. Hollande est un peu le cyclope, qu'il n'avait qu'un œil sur simplement la dette, mais il voulait marquer ces nuances. Ces différences, ces nuances sont importantes parce que la période qui vient va être très secouée, et notamment, ils ont assez peu parlé d'ailleurs de la croissance, en le sens où ils ont eu l'air de trouver acquis les perspectives de croissance 2011-2012, qui ne le sont pas du tout. Enfin bon, il faut bien raisonner sur une prévision donnée. Et comme ça va être secoué, c'est important si on insiste véritablement sur une question. C'est-à-dire, si c'est vraiment secoué, moi, mon truc, c'est la dette first. C'est la dette d'abord. Donc ça, ces nuances ne sont pas négligeables, ce ne sont pas du détail. Est-ce que François Hollande pouvait, il ne l'a pas fait, hein, ce n'était pas sa stratégie ce soir, est-ce qu'il pouvait attaquer Martine Aubry sur un élément important dont il n'a pas été du tout question, les 35 heures, la dame des 35 heures, notamment sur l'hôpital, avec un bilan qui peut être vu de manière mitigée. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Est-ce qu'il c'était une arme? Est-ce qu'il ne l'a pas utilisée? Il a voulu être le patron pendant toute l'émission. Il voulait qu'elle se positionne par rapport à lui. Et il a tenu sa règle jusqu'au bout. Jamais il n'a cherché à la titiller sur son propre programme. Vous avez vu, il n'a jamais dit, mais tu as dit ça, tu as... Non, non. D'ailleurs, c'était assez étonnant. Ils se tutoyaient entre eux, les journalistes, vous voyez. C'était une grande nouvelle. Mais voilà. C'est dangereux. C'est quelque part un bien commun, une responsabilité commune des socialistes. Et c'était difficile pour François Hollande d'accuser... Mais ça rentre quand même. Il les a votés. Il les a votés. Il était premier secrétaire du Parti socialiste qui a soutenu, etc. Il les a défendus. Mais à l'hôpital, c'est pas Martine Aubry en plus. Hein. C'est ce qu'ils disent. C'est Xavier Guigaud. C'est ce qu'ils diront toujours dans le camp de Martine Aubry. Mais moi, je reste quand même sur cette stratégie qu'il n'a jamais lâchée et qui fait qu'elle s'est toujours positionnée par rapport à lui, en prenant des notes, etc. C'est très frappant dans cette Jean-Luc Gambeau, un petit mot. Vous avez discuté tout à l'heure sur les inspirations par rapport aux autres candidats. Je pense que, par exemple, lorsque François Hollande parle de veto dans les banques, là, c'est comme il avait jamais dit ça lors des débats. À quelle hauteur? La question du journaliste, c'est à quelle hauteur? C'est probablement le seul point qu'il accorde probablement à Arnaud Montebourg. C'est une tutelle. C'est une tutelle. On revient à l'idée de tutelle de Montebourg. Donc il parle bien de veto. Madame Aubry, à mon avis, sur la question du libre-échange, a été plus à l'aise parce que c'est vrai que son expression de juste échange, je trouve qu'elle a trouvé... Entre nous, c'est quelque chose de très ancien, parce qu'on le trouve déjà chez Aristote. Alors, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de mal à le mettre en place, n'est-ce pas? Mais en tout cas, l'idée au niveau médiatique, ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est ce que demande Arnaud Montebourg. Il ne demande pas de devenir la Roumanie de Ceausescu. Il demande de se protéger et que les échanges soient... Il a quand même dit, on va faire plier les banques. Hein. Personne non, je parle sur le juste échange. Et là, alors, cela dit, François Hollande avait plus de mérite, c'est qu'il a décortiqué l'affaire en deux ou trois parties qui rendaient cette expression plus claire. Alors Jean-Luc Gambeau, écoutez la réaction de Manuel Valls. Il était dans les tribunes, comme on dit. Écoutez sa réaction. J'ai trouvé un François Hollande à la fois serein, très déterminé, car pour être président de la République, il faut être déterminé, et prêt surtout pour la fonction. Sa capacité à rassembler déjà est une garantie pour dimanche prochain l'emporter nettement. Voilà, Manuel Valls qui réagit à la prestation de François Hollande. Denis Jeanbart, quel mot vous utiliseriez ce soir pour résumer cette prestation? Est-ce que vous diriez qu'il a été, il y aurait de la compétence, de l'autorité Oui, je reprends ces mots-là. Mais surtout, moi, ce qui me frappe chez lui, c'est l'esprit de synthèse. Martine Aubry est plutôt dans l'analyse, l'explication longue, elle fait des réponses toujours plus longues, elle est toujours en avance sur le temps, etc. Et il était très professeur d'économie d'une certaine manière. Sur son temps. Mais voilà, moi je pense qu'à la fois il a jamais dérogé à sa ligne de conduite, c'est je reste dans ma posture de présidentiable qui peut battre Nicolas Sarkozy, je n'attaque jamais Martine Aubry, je la laisse m'attaquer, c'est une manière de la laisser se positionner vis-à-vis de moi et de se mettre dans une dépendance. Bref, je dirais,
Il voulait être le patron ce soir. Le patron, Gérard Leclerc, un patron neuf, parce qu'il a été assez, si je peux me permettre, il était assez gonflé, entre guillemets, c'était un peu osé d'opposer l'expérience de Martine Aubry à lui, l'homme neuf aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut le voir. Moi, de façon plus générale, je trouve que dans la première partie du débat, il s'est fait quand même un petit peu bousculer. C'est vraiment elle qui avait pris un peu l'ascendant, c'est elle qui... Il était sur la défensive un Voilà, elle était exactement, il était un peu sur la défensive. Et puis ensuite il a repris progressivement, et puis il a terminé, je trouve, assez fort, avec justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette idée du neuf, de la rénovation, etc. C'est-à-dire qu'il l'a laissé insister un peu lourdement sur son expérience, etc. Et lui, il a rebondi dessus en disant oui, mais l'expérience c'est bien, mais il y a aussi autre chose qui est la rénovation, du renouveau, la du changement. nouveauté, les idées neuves, la jeunesse, etc. Et ça, je trouve que c'était assez habile. Mais ce qui montre que c'est un encaisseur. C'est un encaisseur qui sait prendre son temps. Il prend les coups, et puis il prépare sa réponse et il porte l'estocade. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, François Hollande, personne n'imaginait qu'il pourrait faire ce score. Personne ne l'imaginait, il était un tout petit score sur vous. On avait déjà pris date. Comment vous expliquez quand même ce parcours aujourd'hui? Parce qu'il reste le favori, il est à un score élevé. Vous savez, moi je pense qu'une élection présidentielle, ça ne se prépare pas en 3 mois. C'est un très long parcours. Et je pense que François Hollande, il y pense depuis son entrée en politique. Quand il est allé se faire élire, il l'a rappelé d'ailleurs hier soir, il n'est pas allé dans une circonscription qui était acquise. Il est allé dans la circonscription, sur le territoire d'un des leaders de la droite, Jacques Chirac. Et c'était une manière déjà de se mettre dans la lumière. Et c'est à mon avis à ce moment-là que ce parcours commence. Et qu'il a cette obsession depuis très longtemps, même s'il ne le dit pas. En même temps, pour équilibrer un petit peu ce que dit Denis, c'est tout à fait juste. Mais il faut quand même dire que, au fond, et je suis d'accord avec Denis, c'est que François Hollande a démarré il y a très longtemps, en fait. Il fait un marathon. Sa pré-campagne, il est plutôt effectivement dans un marathon. Il ne faut pas oublier que compte tenu des événements, des SK et autres, c'est que Martine Aubry a pris sa décision plus tard et je dirais qu'elle a eu un peu de mal au départ, mais qu'elle était dans une dynamique forte, qu'on l'a bien vu depuis d'ailleurs dimanche dernier, parce qu'honnêtement, on peut penser ce qu'on veut des sondages, mais il y a eu une petite surprise quand même, c'est que l'écart était sans doute peut-être un peu moins important qu'on ne l'a pensé, et honnêtement, elle s'est améliorée au fur et à mesure des jours et des semaines, et que probablement ce soir, elle a probablement fait son meilleur débat. Vous nous dites ce soir que si la campagne avait duré encore plus? Non, on ne peut pas dire ça, mais c'est vrai que... qu'on peut dire... Sonia m'interrogeait sur François Hollande, donc je veux bien préciser sur Martine Aubry que je trouve en effet qu'elle a progressé et que ce soir, elle a fait sans doute son meilleur débat. Juste une question, Jean-Luc Gombault ou nos invités. On nous dit que s'il n'y a pas un écart assez fort, finalement, ils se mettent en danger. Parce que certains disent qu'il faut un écart suffisamment fort pour que le vainqueur s'impose. Ça, c'est le pari de la droite. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est 51-49, un des arguments de la droite, qu'on peut d'ailleurs considérer, qui est de dire que ça va être très compliqué de se rassembler derrière. Bon, ils ont indiqué quand même ce soir qu'ils se mettraient l'un et l'autre au service de l'autre. Bon, alors on verra ensuite les résultats. Il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu d'attaque frontale. Honnêtement, on peut penser qu'ils ont quand même, c'était un pari incroyable d'avoir quand même imaginé ces 4 débats sans dérapage, très contrôlés. Donc on va voir ce qui va se passer dimanche, mais on peut penser que même avec un score serré, probablement que les uns et les autres se rassembleront. D'ailleurs, le gage très très vite et en janvier, c'est une nouvelle bataille et tout ça sera derrière nous. Je vous propose d'écouter la réaction ce soir du premier secrétaire par intérim, Harlem Désir. Et je crois que Nicolas Sarkozy et l'UMP ont pu trembler devant leur téléviseur. Ce sont 2 candidats qui peuvent emmener la gauche à la victoire, qui ont offert un débat qui a éclairé l'avenir, qui a montré les solutions que la gauche pourrait mettre en œuvre dès l'an prochain. Il faut maintenant leur donner de l'élan. Il faut voter encore plus nombreux dimanche au second tour de ces primaires. Il faut qu'ils puissent avoir un soutien citoyen qui va leur permettre de submerger Nicolas Sarkozy et d'ouvrir un espoir pour l'avenir de notre pays. Avant de reparler économie, Jean-Louis, juste un mot, parce que vous parliez, Gilles, d'Harlem Désir, vous parliez un petit peu de son rôle, qui s'est un petit peu étoffé peut-être, il a beaucoup compté pour l'organisation de ces primaires. Il a été à la hauteur de l'événement, honnêtement c'était un pari qui n'était pas du tout évident, ça c'est plutôt, le déroulement de ces primaires, il reste encore 2 jours, 3 jours, ça s'est bien déroulé, on l'a dit un peu omniprésent avec les journalistes bien organisé, et c'était pas commode pour lui, parce que je peux vous dire, Gérard et moi nous l'avons rencontré, c'est qu'il était quand même l'objet de pressions diverses et variées. C'était pas facile dans son rôle. En plus, premier secrétaire, en effet, il a tenu la maison, comme on dit. Il a tenu la maison et il l'a bien tenu pour l'instant.
quel que soit le gagnant, on pourrait imaginer qu'il soit remercié un jour. Jean-Louis Gombault. Un petit mot sur l'Europe quand même, parce que François Hollande a introduit un peu une idée qui n'est pas d'ailleurs nouvelle, mais il a introduit une de ses idées sur une Europe à 2 vitesses. Et il est clair qu'il a bien dit quelque part que l'Europe qu'on a construite, que j'ai approuvée, etc., eh bien, ça se casse la figure. Il n'a pas dit ça comme ça, bien entendu, mais enfin, ça revenait un petit peu à ça, avec l'histoire grecque et autres. Il a dit qu'il fallait un peu reconstruire tout ça. Et autour d'un pôle dominant, il a parlé bien de l'axe. Premier cercle. Donc, c'est quand même une stratégie européenne sur laquelle que Mme Aubry n'a pas contredit, mais qu'elle n'a pas non plus approuvé, et qui est un problème, parce que c'est différent de parler de l'axe franco-allemand que de parler de premier cercle dans la. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire de toute façon. Ça rappelle un petit peu ce que disait Jacques Delors. Et Jacques Delors un peu. Alors elle est revenue sur l'idée de Jacques Delors. Elle a dit mon père sur la confédération d'États. Il y a une perte de souveraineté. Elle le dit. Il y aurait une perte de souveraineté, je l'assume. Oui, voilà, bien sûr. C'est important de. Mais on voit bien que ce qui est en train de se faire avec Merkel-Sarkozy, c'est quand même un peu ce que a développé François Hollande. Je crois que c'est important de voir. Il y avait juste un moment où je crois que c'est François Hollande qui a dit ça pourrait même aller jusqu'à une harmonisation, par exemple, en matière non seulement fiscale, mais sociale. Là, on peut se poser un certain nombre de questions, parce que lors du précédent débat, on avait parlé par exemple des retraites. On voit par exemple que les régimes sur les retraites entre la France et l'Allemagne ne sont pas pareils et ne seront pas pareils dans les années qui vont venir. Donc quel que soit l'horizon, d'ailleurs. Donc on en reparlera. Est-ce qu'il y a eu un discours de vérité? Parce que j'ai noté 2 phrases. François Hollande qui dit « Je le dis quoi qu'il m'en coûte ». Et puis Martine Aubry qui dit « J'ai perdu beaucoup de soutien, beaucoup de mes intérêts, mais je le dis quand même ». Ouais, ça c'est des formules. Formule ou... ça, oui, Martine Aubry dit ça pour montrer qu'elle est courageuse, qu'elle ne change pas d'idée, elle a etc. été sur le non-cumul des mandats. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, je dis simplement que c'est une façon pour elle de démontrer ce qu'elle dit. Moi, je ne change pas d'opinion, et notamment elle a utilisé cette formule, ça m'a coûté à propos du non-cumul des mandats, où effectivement tout le monde n'était pas d'accord au Parti Socialiste et qu'elle était là-dessus très allante, quoi. Je reviens d'un mot sur ce que vous disiez sur Martine Aubry. Moi, je trouve qu'elle a fait une belle fin de campagne, notamment. D'ailleurs, ça s'est vu, parce qu'elle a fait quand même, elle est remontée dans les sondages, etc. Je pense qu'elle avait un gros handicap, c'est qu'elle est partie tard, beaucoup plus tard que François Hollande, que peut-être son discours parfois été longtemps un peu confus. Et puis je crois qu'il y a une dernière chose qu'il faut peut-être prendre en considération, c'est que je crois qu'elle a été pénalisée par le fait qu'elle apparaissait un peu comme la candidate officielle. Il y a quelque chose chez les Français, ils n'aiment pas ça, ils aiment souvent, c'est ce qui a fait, je crois, le succès. Elle n'est plus la candidate de substitution aussi déjà. Oui, il y a quelques temps, elle était une candidate officielle. Et quand vous regardez, la dernière fois, Ségolène Royal, c'est justement celle qui n'est pas, qui apparaît comme venant d'ailleurs, hors appareil. Et même la différence, c'est que par rapport à 2006, ce ne sont pas les mêmes qui votent, et que là, on n'est pas dans l'élection présidentielle. On est dans une primaire de la gauche, c'est pas tout à fait pareil. Comme on est une assemblée masculine, on oublie un peu, pardon Sonia, il y a quand même Sonia, mais qui compte pour beaucoup, mais elle a quand même joué beaucoup la carte des femmes à la fin, parce qu'elle sait que c'est un levier important pour elle. Très important pour elle. 2 atouts majeurs. Alors on va regarder dans un instant, Arnaud, tous les moments de ce débat. Je voulais vous poser une question, parce que je sais, messieurs, que vous êtes tous des lecteurs attentifs de la presse internationale. Savez-vous comment ces primaires sont vues de l'étranger? C'est un petit tour de table. C'est une question piège, Sonia. Non, pas du tout, pas du tout. J'allais résumer juste après. C'est banal pour un Américain des primaires. Non, alors Time Magazine, l'hebdo américain, qui juge que c'est proche d'une primaire américaine, mais que ça manque quand même de coups et de coups bas, justement. La Tribune de Genève qui fait aussi par rapport aux primaires La Tribune de Genève fait un long portrait du faiseur. La Tribune de Genève fait un long portrait du faiseur de roi Montebourg, tout en rappelant qu'il n'a cessé de ferrailler contre l'opacité du système bancaire helvétique. C'est ce qui lui a réussi. Et enfin, même la chaîne japonaise NHK, qui a surtout retenu le grand débat passionnant sur la question du nucléaire, et toute s'accorde à dire qu'il y a un seul vainqueur de cette primaire, vous serez d'accord, c'est la politique. Oui, pas assez de claques des Américains, pas assez d'étincelles et de coups de gueule. Enfin, c'est ce que disait. Ça, c'est important, parce que c'est vrai qu'on pensait qu'il y avait une désaffection pour la politique, qu'il y avait eu un sursaut en 2007 et que le soufflet était retombé. Eh bien, ça n'est pas vrai. Les socialistes ont vraiment réussi leur affaire. Et on peut d'ailleurs, franchement, le mettre au crédit de Martine Aubry, qui l'a voulu, cette primaire. Et au passage, on peut remercier les nombreux téléspectateurs qui nous regardent, Public Sénat et LCP, notamment lors de la diffusion du 3e débat, et je l'espère aussi ce soir, très nombreux. Arnaud, on regarde les meilleurs moments de ce débat? Absolument, regardons les meilleurs moments de ce débat, puis on se retrouve juste après pour un petit mot de conclusion. Regardez, écoutez. Les mines sont plus graves, le ton plus dur.
Pour ce débat décisif, François Hollande et Martine Aubry se sont montrés offensifs dès les premières minutes. Quel que soit le vainqueur dimanche soir, ils feront bien campagne ensemble face à la droite. Mais pas question de se choisir l'un l'autre comme Premier ministre. Moi, je suis candidate à la présidence de la République et je pense qu'il faut une grande expérience pour cela. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un Premier ministre plus jeune que soi. Il faut préparer la suite. François Hollande? Je suis plus jeune que Martine Aubry, mais ça ne me donne pas ici une espérance. La mienne est différente. Je suis candidat pour être président. Sur la règle d'or, sur l'éducation, sur la dette, les deux candidats marquent leurs différences. Les lignes de fracture n'ont pas changé. Martine Aubry vante sa constance. François Hollande répond aux termes de gauche molle lancés par la maire de Lille tout au long de la campagne. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la gauche dure. Je n'ai pas envie d'ailleurs d'une gauche dure, très franchement. On sort de 5 ans d'une présidence brutale et on serait, nous, une candidature sectaire? Je ne le veux pas. C'est la rénovation, c'est faire rentrer des femmes, c'est faire rentrer la diversité des cultures, c'est rajeunir notre parti. Ce n'était pas facile de le faire. Eh bien, je l'ai décidé. C'est ça que j'appelle la gauche forte. Évolution, François Hollande se déclare favorable au recours en justice pour limiter les licenciements boursiers. Une mesure jusque-là défendue par Ségolène Royal. Sur l'éducation, Martine Aubry cherche à le mettre face à ses contradictions, quitte à poser les questions elle-même. Et c'est donc 2,5 milliards. À la fin du quand tu disais le redoublement, je supprimerai le redoublement, oui, ça fait 2,5 milliards. Le redoublement, c'est 2,5 milliards à la fin du quinquennat. Moment attendu de ce débat, des réponses aux questions posées par Arnaud Montebourg. Martine Aubry veut marquer sa proximité avec le député de Saône-et-Loire. Hollande dit avoir compris le message des Français, mais pas question de déroger vraiment à sa ligne pour rallier l'électorat d'Arnaud Montebourg. Au terme de plus d'1 heure et demie de débat, chacun des candidats réaffirme sa posture pour donner rendez-vous dimanche aux électeurs. Je le dis aux femmes, je dis oui, une femme, présidente de la République, dont la première mesure, je l'ai déjà préparée, sera de faire voter cette loi sur l'égalité salariale homme-femme. Je revendique d'être neuf, parce qu'il faut des solutions neuves. Martine, tu dis, on n'a pas essayé, ça n'a pas marché. Moi, je veux du neuf. Après, on regardera. 10 secondes chacun pour conclure cette analyse, ce commentaire. Si vous deviez tirer quelques conclusions de ce débat. Je pense que c'était un bon débat, mais que chacun a joué parfaitement son rôle. Martine Aubry, celui du challenger, donc qui a été attaqué plusieurs fois, mais tout en restant quand même dans les limites du raisonnable, si je puis dire. Et François Hollande, qui a essayé, on lui a reproché d'être flou, etc. Et donc là, il est rentré un peu plus dans les détails. Il a donné un certain nombre d'arguments. Il s'est engagé un peu plus, me semble-t-il, que dans les débats précédents, tout en gardant d'une façon générale sa position de rassembleur réaliste. Je dirais qu'il s'est résumé à la volonté de chacun de corriger ses erreurs de parcours. Phrase courte, efficace. Moi, je dirais simplement que d'abord, pour moi en tout cas, ça m'a montré que Martine Aubry voulait vraiment le poste. Parce que la candidate de substitution, là, on voyait ce soir qu'elle le veut. Et bon, je ne sais pas si elle l'aura, je le lui souhaite, etc. Deuxièmement, le gagnant ne sort pas affaibli. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer qu'à l'issue, parce que c'est long, hein, on est là depuis plusieurs semaines, hein, c'est un vrai rendez-vous, effectivement. Oui, et c'est long, et le gagnant ne sortira pas affaibli de la bagarre. Et ça, c'est important pour la suite, pour le Parti socialiste. Gilles Leclerc. Je dirais un peu la même chose, je dirais match nul. Et aux militants socialistes, ou en tout cas aux sympathisants de gauche qui hésiteraient ce soir entre les deux, je pense qu'il hésite encore ce soir parce qu'il n'y en a pas un qui a écrasé l'autre. Et donc ça reste vraiment très ouvert pour dimanche prochain. Merci à vous quatre. Oui, et bien Gilles, pour ceux qui hésitent justement, ils vont peut-être avoir l'occasion de fixer leur choix puisque Public Sénat et LCP vous proposent la rediffusion de ce débat. Vous pouvez donc le regarder à tête reposée. C'est tout de suite. Merci beaucoup de nous être fidèles.